Bienvenue sur Perron TV pour cette nouvelle édition de nos chroniques des anciens élèves du collège, pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Valentin Tiercelin. Sans détour, Valentin, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu ici? Alors, qui suis-je, d'où est-ce que je viens et qu'est-ce que je fais ici? Je suis un être humain qui fait 1,95 m et 80 kilos. En gros, j'étais élève ici, effectivement. Je suis autiste de haut niveau. Après, d'où est-ce que je viens? J'ai deux parents, j'ai eu un père et une mère. C'est grâce à eux que je me suis incarné dans mon corps physique sur cette terre, le 1er juillet 2000 à 6h40. Et donc, et après, mon parcours, j'étais pendant 3 ans en France. Après, j'étais 2 ans aux États-Unis pour être pris en charge par la méthode ABA parce que j'étais autiste, ce qui m'a beaucoup réussi. J'ai notamment appris à apprendre. Après, ensuite, j'ai fait ma dernière année d'école maternelle à Aîné-le-Château. Après, mon école primaire à Aîné-le-Château, mon collège à Sérilly, le collège François Perron. Après, j'ai fait lycée à Saint-Amand-Montrond et là, je suis en troisième. Et après, Sciences Po Paris et là, je suis en troisième année, premier semestre. Après, c'était quoi la troisième question? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai été convoqué ici pour participer à la classe média de ce collège qui fait le journal scolaire, qui fait un très bon travail d'ailleurs pour des collégiens. Franchement, je tiens vraiment à saluer ça, parce que de notre temps, on avait fait un très bon journal et je pense que Monsieur Meunier joue un grand rôle là-dedans, mais sans vous, ça serait impossible. Et en gros, je suis là pour passer un bon moment ici, quoi. Voilà. Tu es donc un ancien élève du collège François Perron de Sérilly que tu as quitté il y a maintenant 5 ans. Quels souvenirs gardes-tu? As-tu constaté des changements en y remettant les pieds aujourd'hui? Alors, je garde un souvenir pour le moins mitigé. On va dire, enfin, à ce qu'il paraît, le collège, c'est la période la plus compliquée parce qu'il y a des différences de maturité, il y a la puberté, il y a des choses comme ça. Et après, peut-être que, je veux dire, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les réformes de l'éducation nationale de ce point de vue-là, avec le collège. Enfin, c'est vrai que c'est une période qui est difficile pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'était le cas, d'autant plus que j'étais différent, quoi. Ils ont dit que j'étais autiste dans mon premier jour de collège. Après, du coup, ils se sont moqués de moi sans rien connaître de ce que c'est. En plus, je veux dire, autiste, quand tu es bien pris en charge, veut dire, ça pose peu de problèmes, même peut avoir des capacités intellectuelles qui sont très importantes, même si après, dans la vie de tous les jours, notamment dans les interactions sociales, il peut y avoir des difficultés. Et donc, en gros, j'ai passé 3 années pour le moins difficiles. Après, ma troisième, c'était bien parce que j'étais avec Monsieur Meunier dans le journal du collège. C'était une très bonne expérience. Et après, j'avais un groupe d'amis, Laetitia. Depuis que je suis entré au collège, ça a aidé. Il y avait Constantin et Anthony aussi, qui ont été des amis très précieux pour moi durant cette période difficile. Et puis on faisait le Henné Gamer Club, enfin tous les samedis, je les invitais. On passait des très bons moments ensemble, vraiment super moments. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ici? Non, après, il y a eu des petits ajustements, il y a des nouveaux professeurs, il y a le mobilier du CDI qui a été rénové. Mais sinon, globalement, ça reste assez proche de ce que j'ai connu. Il y a à la fin la récréation, quand il y a les files d'attente pour aller dans les classes, c'est toujours le brouhaha. La seule chose qui est dommage, c'est que tout le monde est masqué. Je trouve que c'est très triste. Parce que j'aimerais beaucoup voir les sourires sur les visages de tout le monde. Tu étais un membre éminent du Club Journal, ancêtre de notre Web TV, pour lesquels tu as écrit de très nombreux articles sur un large spectre de sujets, des Anonymous à Frankenstein, d'un guide du dessin manga au marché du jeu vidéo. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors, je pense que ça, c'est une question qui est importante notamment pour tous ceux qui pourraient aller dans un journal scolaire. S'ils ont le temps, ce que ça peut apporter, déjà des compétences en écriture, c'est indéniable. Je veux dire, la manière d'écrire, comment présenter un sujet, comment l'aborder, sous quel angle, je veux dire, ça c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans énormément d'aspects, vraiment. Et en plus, je veux dire, la maîtrise des mots, la maîtrise de la langue, ça permet également de maîtriser le discours intérieur, ça peut permettre de mieux se sentir. Puis dire, ce qui est intéressant aussi avec l'écriture d'articles, c'est que, dire, certes, si en se comprenant soi-même, on peut mieux comprendre le monde. En comprenant le monde, on peut aussi mieux se comprendre soi-même
parce que en tant qu'êtres sociaux, nous sommes très influencés par la société dans laquelle nous vivons et cela se reflète dans la structure de notre personnalité. Et c'est incroyablement vrai, je l'ai constaté avec moi-même. Et sinon, après, socialement, c'est très bien parce qu'on est dans un groupe de travail, on fait un projet collectif, enfin, veut dire, on peut s'ouvrir un peu au monde aussi. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a seulement des bonnes choses dans cette expérience et je veux dire que beaucoup de gens gagneraient à participer à la rédaction d'un journal d'école si bien sûr ils ont le temps. Mais souvent, le temps, on le trouve hein, quand on a vraiment envie. Après le collège, tu as été scolarisé au lycée Jean Moulin à Saint-Amand. Qui as-tu découvert? Que j'ai découvert, déjà j'ai commencé à jouer au basket là vraiment parce qu'en gros il y avait un terrain de basket là, j'ai passé vraiment 3 belles années avec des super amis, Alexis, Ayam, Pierre, Yousré, enfin tout le monde, enfin franchement c'est très bien. Dès que j'avais du temps libre, j'y allais, même les heures d'études, je faisais pas mes devoirs, j'allais sur le terrain, toutes les récré pareil, je faisais mes devoirs le soir. Comme quoi, vous voyez, quand vous vous en donnez vraiment les moyens, le temps vous le trouvez. Et après, sinon, je trouvais que j'avais des meilleurs contacts avec les gens là qu'au collège. Après, je veux dire, peut-être le niveau des cours il était un peu meilleur, même si pour moi, c'était peut-être toujours trop faible. Et, et sinon, voilà, enfin, mais je dirais surtout le basket. D'accord. Aujourd'hui, tu es étudiant à Sciences Po Paris. Comment es-tu arrivé à t'orienter à Sciences Po, toi qui es si critique de la pensée dominante? Oui, bon, c'est vrai que là, je tâche d'être politiquement correct parce que bon, parce que bon, c'est une interview d'un journal du collège, c'est quelque chose de sérieux. Comment je suis arrivé à m'orienter là? En fait, c'était mon père, genre dès que j'étais, je crois, en seconde ou bien au collège, il m'avait parlé de ça, de Sciences Po, que ça pourrait être bien pour moi. Et veut dire, après, en gros, je me suis préparé pour le concours quand j'étais en terminale. En gros, dire ce qui est gros, c'est parce que c'était le domaine des sciences humaines et sociales. C'était ça qui était intéressant déjà. Et ensuite, le fait aussi que c'est une école qui pourrait m'ouvrir de très bonnes perspectives plus tard, parce qu'après, si tu as un master à Sciences Po, je pense que tu es tranquille ensuite. Et après, du coup, j'ai préparé le concours pendant mon année de terminale. En gros, j'ai fait 2 stages intensifs avec prépa sup de une semaine, plus un peu de préparation aux oraux. Avec mon dossier, j'étais dispensé d'écrit, du coup, j'ai passé l'oral et après, j'ai été pris. Et franchement, ce que je constate là, c'est qu'après, certes, c'est vrai que Sciences Po relaie beaucoup le discours dominant, logiquement. Mais après, je veux dire, il y a quand même l'environnement est quand même différent parce que c'est un environnement où on échange beaucoup, il y a beaucoup de débats intellectuels et tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent à peu près en fonction du discours dominant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus subversifs et marginaux aussi, notamment moi, quoi. Tu as toujours été un élève qui développait un grand nombre de passions. Quelle est ta passion actuelle? Bon, alors ça, je suis en désaccord avec cette phrase, que j'ai eu peu de passion. Bon, d'abord, j'avais le règne animal, la paléontologie. Après, j'avais les jeux vidéo, jeux vidéo de 9 à 14 ans. Enfin, je vous le dis clairement, c'est une perte de temps. Ça ne vous apportera rien. Veut dire, ce qui m'apportait en gamer club plutôt que les jeux vidéo, c'était le lien social avec les autres. C'était de jouer ensemble dans le jardin, les goûter et tout. Après, ensuite, c'était le dessin de manga de 14 ans à vers 15 ans, 15 ans et demi. Et depuis, c'est le basket. D'accord. La passion. Quel intérêt trouves-tu au basketball et comment est née cette passion? Alors l'intérêt au basketball, je veux dire, je dirais que en gros quand je voulais être mangaka professionnel, le problème en fait, c'est que quand tu dessines en fait, c'est que tu es un peu tout seul quoi, c'est que tu as un peu de lien social. Et puis les jeux vidéo, je ne pense pas du tout que ça soit sain. Donc le basket, un c'est sain, et puis deux on peut voir des gens, beaucoup de gens, et en plus je veux dire, on peut jouer dehors, donc je veux dire, c'est quelque chose qui est très sain. Après comment je suis venu à que ça soit une passion? Mais en gros, d'abord, c'est mon frère qui m'a entraîné là-dedans parce qu'il a commencé le basket avant moi. En fait, à la base, c'était en jouant à NBA 2K13 et après, il a commencé le basket et il m'a lancé là-dedans. Après, faut dire que j'avais grandi. Entre 13 ans et 15 ans, j'ai une poussée de croissance. Je suis passé d'un mètre 75 à 1,90 m. Du coup, après, tu peux marquer plus facilement, même si tu n'as absolument aucune technique. Et du coup, c'était plus facile de me prendre au jeu. Évidemment, il y avait le terrain de basket du lycée Jean Moulin et les amis avec qui j'ai joué au basket dessus, qui ont joué un grand rôle là-dedans, quoi. À quel niveau joues-tu? Alors actuellement, je joue en régional masculine 3 à l'Alsace de Bagnolet en senior. D'accord.
Te projettes-tu en tant que basketteur professionnel ou en éminent haut fonctionnaire? Alors, éminent fonctionnaire, je te le dis tout de suite, pour moi, c'est mort. L'administration, la fonction publique et tout, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse aucunement. Pour moi, d'ailleurs, c'est une perte de temps, enfin, c'est de l'ennui. Enfin, non, par contre, basketteur professionnel, bah, j'aimerais beaucoup. C'est possible. Après, il faut te dire qu'en fait, il y a plein d'étapes, hein. Genre, je veux dire même, il y a des, il y a des gens, et bah, ce sont des faux amateurs dans le basket. Ils sont payés alors que vraiment, bah, ils ont interdiction d'être payés parce qu'officiellement, on peut seulement être payé jusqu'à National 2. Dans les faits, bah, il y a des joueurs en échange de jouer en National 3, ils gagnent par exemple 900 euros par mois. Il y a un gars qui joue en Régional 2, il a touché pour jouer à ce niveau-là 500 euros par mois plus appartement et plus travail, alors que bah, c'était en province, quoi. Des gens, enfin à dire, après, bah, en gros, bah, eux, c'est des semi-pros. Après, bah, t'as basketteur pro, je dirais, c'est partir National 2. Et après, en fait, professionnel, c'est surtout un état d'esprit, hein. C'est comment est-ce que tu t'investis dedans. Est-ce que tu veux progresser le plus possible? Moi, c'est mon cas. Après, il y a des basketteurs professionnels, genre même en NBA, qui s'investissent peu dans le basket, qui ont une très mauvaise alimentation, une très mauvaise hygiène de vie, même s'ils gagnent des millions par an pour jouer au basket, qui s'entraînent beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer totalement comme des professionnels? J'en suis incertain. Par contre, il y a des basketteurs en région, bah, qui s'investissent beaucoup dedans. Alors, ils ne sont pas encore professionnels parce que c'est des conditions d'entraînement qui sont totalement différentes. Mais en tout cas, bah, ils sont dans cette optique-là. Et donc oui, j'aimerais jouer au basket au plus haut niveau possible. D'ailleurs, s'il y a des clubs de basket qui écoutent, je suis intéressé pour jouer la saison prochaine en Régional 2, Régional 1 ou même National 3. En gros, bah, j'aimerais pour passer à plein temps sur le poste 3. Je suis très motivé. Et je suis un 2000 et voilà. Alors pourquoi avoir candidaté à Sciences Po si tu n'envisages pas de faire carrière dans l'administration publique? Pourquoi? Bah, en fait, il y a beaucoup d'avantages, même pour le basket avec les études, notamment Sciences Po. Parce que si j'étais resté ici, j'aurais continué à jouer avec le Sporting Club Saint-Amand-de-Doigt, où le niveau bah, était probablement trop faible pour mon développement, où il n'y avait vraiment pas de formation. Enfin, il y avait peu de formation, quoi. Peu de travail vraiment sur la technique individuelle. Et du coup, bah, le fait d'aller à Sciences Po, bah, en gros, bah, je me retrouvais à Paris. Du coup, bah, il y a un bien meilleur niveau de basket. Après, bah, il y avait l'équipe universitaire de Sciences Po qui était bah, la raison numéro un pour laquelle bah, je voulais aller. J'avais raison parce que je me suis retrouvé m'entraîner avec des joueurs qui ont joué en National 3, des 2 NCAA. Donc c'était très intéressant. Et après, bah, il y a les bourses d'études, tout ça, bah, ça peut aider tout ça aussi. Et après, bah, il y a aussi le fait que bah, quand tu te reposes, bah, ça peut être bien bah, d'avoir des devoirs à faire. Ça t'occupe, ça évite d'aller te bousiller ton corps en allant jouer sur un playground. Tu es entre le basket et Sciences Po. Quel est ton basketteur préféré et ton penseur contemporain préféré? Alors là, mon basketteur préféré, tu me poses une colle. Je veux dire, il y a tellement de joueurs. Dans ce sport, il y a tellement de joueurs extraordinaires qui ont travaillé dur. D'ailleurs, il y a peut-être Hakeem Olajuwon ou Kobe Bryant. Très bons joueurs. Après, Kevin Durant, LeBron James. Enfin, je veux dire, il y en a plein, quoi. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui sont dignes d'intérêt. D'admiration. Après, c'est juste important d'éviter de tomber dans l'idolâtrie, de se rappeler que ce sont des êtres humains comme nous, donc tu peux tout à fait leur parler et que bah, dire, et aussi que c'est important bah, de leur laisser le temps bah, dire, de voir leur famille et tout, de dire peut-être que bah, ce sont des humains, donc peut-être qu'ils vont avoir besoin d'aller aux toilettes quand tu vas vouloir leur parler, de manger quelque chose, de boire quelque chose, enfin voilà, c'est important. Et sinon, eh bien, mon penseur préféré, bah, je dirais probablement Jacques Généreux parce que c'est quelqu'un vraiment, il a tout compris, hein. Je pense que c'est très important de lire ces livres pour vraiment arriver à comprendre le monde dans lequel nous vivons, notamment la dissociété, l'autre société et la grande régression. Tu nous as accompagnés cet après-midi dans notre travail au sein de la rédaction et on a noté ton exigence quant au choix des mots. Pourquoi cette exigence? Alors pourquoi cette exigence? Alors d'abord, je pense que c'est important de toujours rechercher l'excellence en toute chose, de ne jamais se contenter du médiocre, de toujours se contenter du meilleur, enfin de toujours rechercher le meilleur, parce que je pense déjà que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et c'est vrai que m'améliorer, bah, c'est un but qui m'a toujours tenu à cœur. Enfin, veut dire, eh ben, à la base, je veux dire, je savais même pas parler. Je veux dire, il y a plein de choses que je ne savais pas du tout faire, que je sais très bien faire maintenant. Et je veux dire, je pense que, et je veux dire, être exigeant avec ça, je veux dire,
être exigeant avec les petits détails comme ça, et ben, ça permet d'être exigeant pour des choses qui sont très importantes. Et je pense que c'est important, très important d'être exigeant vraiment avec les mots, parce qu'en fait, la manière dont on s'exprime, ça conditionne également le discours intérieur. Et le discours intérieur, ça conditionne également la manière de voir les choses, en fonction de comment on voit la situation. Selon qu'on la voit bien ou selon qu'on la voit mal, de manière optimiste ou de manière pessimiste, ça peut également grandement influencer notre action et donc les événements à venir et notre manière de les voir. Et après, il y a aussi le fait que les mots, ils ont vraiment des pouvoirs magiques parce qu'ils sont capables de transporter avec leur prononciation, avec leur étymologie, un grand nombre de significations. Et donc, c'est vraiment important de les utiliser avec soin. Et je pense que cette exigence avec les mots, elle est très importante parce que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et c'est important d'avoir le discours le plus fluide, le plus limpide possible pour pouvoir tenir un discours de vérité qui a un impact plus important. Cette exigence, elle portait sur une négation parce que j'ai corrigé des négations dans cet article. Par exemple, si je dis, euh, par exemple, pour prendre un exemple de l'actualité, nous ne voulons pas confiner, mais un problème, c'est que le cerveau, il est incapable de vraiment comprendre la négation. Du coup, ça fait dans l'esprit des gens qui ont écouté ça, nous voulons confiner, alors que ce qu'il aurait été bon de dire, ça aurait été, nous refusons de confiner. Donc là, il y a un impact qui est totalement différent et je pense que tu arrives à le percevoir. Merci Valentin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir posé les questions.